Voilà, bienvenue donc à notre émission Jacques Roger qui démarre encore une fois. Nous profitons pour dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde. Alors, d'ici quelques petites secondes, nous allons donc avoir notre invité depuis Abidjan. C'est M. Jean-Yves Esso-Essis, membre du bureau politique, inspecteur du PDCI-RDA et président des cadres dynamiques du PDCI-RDA. Avec lui, on fera le tour de l'horizon. On parlera surtout de son parti, le PDCI-RDA, et surtout le dernier bureau politique qui continue toujours de faire couler beaucoup d'encre de salive et ensuite poser quelques questions diverses. Mais pour animer cette émission, nous avons invité deux membres du bureau politique aussi. Il s'agit donc de M. Oswald Yao, membre du bureau politique délégué général du PDCI-RDA depuis Washington, D.C., et M. Emmanuel Katina, membre du bureau politique, mais lui, il est à Atlanta, Georgia. Alors, comment allez-vous, chers frères? D'abord, pour notre invité, comment allez-vous, cher ami? Écoutez, ça va très bien, la santé est au rendez-vous et j'espère que vous êtes également en bonne santé au niveau de la diaspora. Je suis très honoré de participer à votre émission et j'espère qu'elle se multipliera, en tout cas ce format d'émission se multiplieront et que je serai toujours le bienvenu à vos émissions. Voilà, merci beaucoup. Alors, Monsieur Katina, j'espère que vous vous portez très bien depuis Atlanta et aussi Monsieur Osva Yao aussi, n'est-ce pas? Oui, bonjour Jacques, je vais très bien, merci et merci de nous amener ce cadre très apprécié du PDCI-RDA et on espère qu'on aura une bonne émission et beaucoup d'informations avec lui. Voilà, et Monsieur Osva Yao depuis Washington, D.C. Oui, bonjour Jacques, bonjour Cartinan, bonjour à votre invité, Monsieur Esso. Donc, à la suite de Cartinan, je me réjouis de sa présence et de cette émission et nous sommes prêts pour l'émission. Voilà, merci beaucoup. Alors voilà, nous allons donc démarrer. Alors, nous allons rapidement la première question pour notre invité. Alors, c'est quoi, pour ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas la machine du PDCI-RDA, un bureau politique, c'est quoi exactement? Et quand vous êtes membre du bureau politique, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, un bureau politique, c'est une réunion. C'est une réunion politique entre certains cadres du PDCI qui sont choisis en fonction de leurs activités au sein du parti, de leur militantisme, de ce qu'ils ont montré pendant tout leur militantisme. Ils font la demande pour appartenir à cette réunion politique. Et quand cette demande est acceptée, ils deviennent membres du bureau politique. Ils ont des cotisations à payer annuellement et l'obligation de participer à un certain nombre de réunions Donc, en présentiel. c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites à une réunion de bureau politique? Alors, que faisons-nous? Alors, nous avons, comme dans toute réunion, nous avons un ordre du jour avec certains points. Nous avons la présence du président du parti, c'est ça la particularité de cette réunion. À toutes les réunions du bureau politique, le président du parti est présent et participe au débat. Alors, au début de cette réunion, nous avons une allocution du PCO de l'organisation de ce bureau politique, hein, du président du comité d'organisation. Ensuite interviennent le secrétaire exécutif pour faire un bilan de l'activité politique qu'il a menée entre deux bureaux politiques. Et ensuite, le président donne son orientation, il fait son discours d'orientation, son discours d'ouverture, et on commence à descendre les points qui sont à l'ordre du jour. Voilà. Et quand on termine l'ordre du jour, nous faisons un communiqué final. On fait d'abord un projet de communiqué final. Ensuite, quand ce projet de communiqué est adopté par tous les membres du bureau présents, nous le validons et il devient communiqué final. Et nous invitons la presse et nous lisons le communiqué final à la presse. Voilà un petit peu résumé le bureau politique. J'ai tenu à poser ces questions parce que je sais que vous avez participé à des émissions et nous avons l'impression que les gens ne connaissaient pas encore le fonctionnement du bureau politique et vous-même, vous l'avez mentionné. Hein, d'accord, alors. Donc, la faute est un peu à vous. C'est à vous d'expliquer un peu le fonctionnement du bureau politique aux Ivoiriens de façon générale et aux militants donc, de votre parti politique. Alors, monsieur, et ça, dans votre présentation tout à l'heure, j'avais dit aussi que vous êtes inspecteur donc, du parti. Qu'est-ce que l'inspecteur du parti fait exactement? Alors, je dirais aux militants du parti de se référer au statut
et règlement intérieur de notre institution, où tout est vraiment détaillé dans certains articles. Mais grosso modo, pour le sympathisant du PDCI qui n'est pas militant, un inspecteur du parti inspecte toutes les structures du parti. Un inspecteur du parti fait des missions à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et même dans la diaspora pour visiter les délégations, s'enquérir des différents problèmes ou différentes orientations émanant des bases, et ensuite le rapporte au secrétaire exécutif et au président du parti. Alors, en général, il le rapporte au président du parti, mais comment dire ça, par respect pour la mission qui a été donnée. Et quand c'est le secrétaire exécutif qui propose cette mission, on lui fait un compte-rendu détaillé en direct. Et quand c'est le président qui demande ces missions, on rencontre directement au président. Et vous aviez été aussi candidat à l'élection législative, je pense au niveau donc de Dabo, vous n'avez pas été élu. Mais quelle expérience que vous avez gardée pratiquement de ces élections législatives? Alors, une très bonne expérience, et puis surtout, cela m'a appris, et d'ailleurs j'en ai parlé un petit peu à certains de mes aînés, cela nous a appris à être moins naïfs quant aux différentes propositions comment dire, d'union et d'alliance. Parce que je dirais qu'en partie, notre défaite à Dabo a été provoquée par comment dire ça, par une mauvaise alliance que nous avions espérée et qui n'a pas abouti. Hein. Nous devions nous allier au PPACI et en dernière minute, hein, pratiquement à la dernière seconde, ils nous ont fait faux bond. Donc, on a dû se contenter de repartir seuls, alors que nous avions établi nos stratégies pour que nous attaquions ensemble. Donc, quand à la dernière minute, vous vous rendez compte que vous êtes seul, la stratégie change. Mais c'est une expérience qui a été très enrichissante parce que malgré ce que je viens de vous relater, nous n'avons perdu que de 1000 et quelques voix, enfin pas énormément. Nous nous sommes rendus compte que si jamais l'alliance avait été faite, on passait haut la main, parce que si je me souviens bien, nous avons eu à peu près 4200 voix, pendant que le RHDP, pour gagner, a eu 5200 ou 5300 voix. 5 pendant que le FPI en a eu à peu près 6 voix, 5686. Voilà, pendant que le FPI a eu à peu près comme nous. Donc, c'est clair que si nous étions unis, ça se serait passé autrement. Mais c'est une expérience nécessaire, parce que j'ai toujours dit à mes jeunes frères, et puis de toute façon mes aînés m'ont dit la même chose, il faut d'abord plonger, puis ensuite apprendre à nager. Quand on veut être spécialiste en natation avant de toucher l'eau, des fois on perd beaucoup de temps. Et donc, je suis fier d'avoir plongé dans cette piscine, parce que j'ai pu quand même nager, et même si je ne suis pas arrivé premier dans cette course, je suis convaincu qu'en 2026, le combat sera rude et on aura toutes nos chances de gagner. Et tout à l'heure, vous aviez dit que votre alliance avec le PPACI n'a pas tellement marché. Vous avez tenté un peu d'expliquer ce qui s'est passé. Réellement, concrètement, pendant ces élections législatives, qu'est-ce que le PPACI vous a apporté? Ah ben, c'est très simple. Si vous voulez qu'on s'attarde sur Dabo, je peux vous donner tous les détails. Alors, pour Dabo, il y a eu deux postes. Un poste au niveau de la commune et un poste au niveau de la sous-préfecture. Donc, au niveau de l'Alliance, nous nous étions entendus pour que le PDCI fasse des primaires, des primaires privées, on va dire, hein, ce n'est pas des primaires officielles, mais nous demandions aux militants de base de choisir leur candidat. Et on a demandé la même chose aux gens du PPACI pour qu'il puisse y avoir un candidat unique pour la sous-préfecture et puis un candidat unique pour la commune. Peu importe au niveau des partis, peu importe qui prenait la commune ou la sous-préfecture. Mais au résultat, il fallait y avoir deux candidats, un du PPACI, un du PDCI, pour les deux postes communes et sous-préfecture. Il se trouve que ça, c'était les discussions et c'était les arrangements qui avaient été faits. Donc, de notre côté, nous, le PDCI, nous avons fait nos primaires, desquelles je suis sorti vainqueur. Donc, le représentant PDCI pour Dabo,
au niveau soit de la sous-préfecture ou de la commune, c'était donc moi. Nous attendions le résultat des gens du PPACI qui ont fait traîner, comment dire, leur vote jusqu'à la veille du dépôt de candidature à la CEI centrale. Et c'est uniquement à la CEI centrale qu'ils nous ont appris que finalement, ils partaient avec 2 candidats, un pour la sous-préfecture et un pour la commune. Alors, c'était une stratégie de leur part qui, ma foi, aurait pu marcher parce que si jamais nous n'avions pas trouvé un colistier pour moi, ma candidature aurait été fort close, puisque un seul candidat ne peut pas se présenter pour 2 postes. Heureusement pour nous, nous avions quand même prévu cette possibilité. Nous avions gardé un dossier en marge et nous avons récupéré le dossier que nous avions gardé en marge pour que nous puissions partir ensemble pour les 2 postes. Et voilà. Voilà résumé, hein, vraiment sans rentrer dans les détails, voilà résumé un peu ce qui s'est passé et ce qui nous a un peu contrarié pendant la campagne. Et je crois que pour une autre fois, on reviendra un peu sur ces élections et surtout ce qui n'a pas du tout marché au niveau donc de l'alliance, de votre alliance avec le PPACI et puis les autres partis politiques. Alors, revenons au congrès du PDCI-EDA qui a eu lieu en fin du mois dernier. Il y a eu donc des résolutions. Il y a eu beaucoup donc de débats. De façon générale, messieurs Esso et Sis, faites-nous un résumé des grandes décisions, des grandes lignes du congrès. Alors, si vous voulez, moi, je vous ramènerai au communiqué final. Parce qu'en général, le communiqué final que nous produisons lors d'un bureau politique, c'est le communiqué public qui contient tout ce qui a été dit pendant le bureau politique. Vous conviendrez avec moi que ça reste un parti politique. Donc, effectivement, nous ne pouvons pas dévoiler toutes les stratégies qui ont été mises en place pendant cette réunion. Mais l'essentiel de ce que tout le monde doit savoir, l'essentiel de ce que tout le monde doit savoir apparaît dans le communiqué final. Mais pour vous donner une idée du déroulé de la réunion, c'est très simple. Nous avions 3 points à l'ordre du jour. Un premier point concernant un article des statuts que nous devions regarder de très près. Donc, nous avons regardé cet article. C'est sur cet article qu'il y a eu énormément de débats. Et finalement, nous avons trouvé une conclusion commune. Ensuite, le deuxième point était l'état des lieux, l'état des lieux, comme je vous disais, entre deux BP, le secrétaire exécutif a fait un bilan de son action. Et ensuite, en point 3, c'était donc, si je me souviens bien, c'était donc la préparation du nouveau BP pour le nouveau congrès. Il n'a jamais été question de dire que, alors je vous devance pour les questions, l'ordre du jour du BP du 29 septembre n'était pas, la préparation du 13e congrès. Ça faisait partie de la préparation du 13e congrès, mais ce n'était pas un point à l'ordre du jour. Pour préparer un congrès, il peut y avoir 2 BP, il peut y avoir 3 BP. Donc, c'était sur la route de la préparation du 13e congrès, faisait partie ce premier BP du 29 septembre. Et là, justement, vous avez parlé donc des conclusions et ces conclusions ne sont pas encore très claires. Hein? Quand on occulte aujourd'hui certains des journalistes ou bien des militants du PDCI-RDA, généralement, ce qu'ils ont retenu, c'est un peu la candidature unique du président Ricona Bédié que vous avez proposée. Alors, vous-même, vous êtes allé loin. Vous avez même proposé une candidature à vie du président Ricona Bédié. Est-ce que c'est un peu démocratique? Est-ce que le fait de proposer une candidature unique, ce n'est pas ce qui réellement a fait dire à M. Mbato que la gestion du PDCI est un peu une gestion villageoise? Alors, les propos de M. Bateau n'engagent que lui. Nous avons beaucoup de respect pour nos amis des villages et j'invite toutes les personnes qui pensent que une gestion villageoise est mauvaise, tous les gens qui utilisent ce terme péjoratif et un petit peu insultant, je les invite à rendre visite à nos amis des villages. Pour ma part, moi qui suis à Djoukrou, donc du Sud, au niveau de la démocratie dans nos peuples villageois du Sud, notamment à Djoukrou, nous avons vraiment beaucoup de leçons à donner aux Européens pour ce qui concerne la démocratie. Nous avons plusieurs générations et nous avons 7 générations à Djoukrou et
le gouvernement se fait sans heurts, sans problème, avec chaque génération qui sait exactement ce qu'elle a à faire. Vous voyez, ça c'est pour répondre à M. Bateau qui parle de gestion villageoise. Moi, je ne rentrerai pas dans ces propos. Mais pour répondre à ce que vous disiez… Avant de répondre, M. Esso, c'est-à-dire quand il parlait de gestion villageoise, je pense que ce n'était pas tellement péjoratif, hein, ou bien péjoratif. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que c'est une gestion un peu classique, archaïque, le consensus. Voilà, en fait, je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Bah, écoutez, je constate que vous êtes son porte-parole, alors, si jamais vous savez exactement ce qu'il voulait dire. Moi, j'étais sur le… Moi, j'étais sur le plateau. Je peux vous dire qu'il sait ce qu'il voulait dire et il a eu sa réponse. Alors, il n'a pas pu avoir sa réponse complètement puisque c'était à la fin de l'émission qu'il a quitté cela, mais je me suis empressé de lui faire une lettre ouverte où j'ai détaillé un certain nombre d'éléments pour lui apporter une réponse à ce qu'il avait dit. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est votre première question, plutôt que de m'attarder sur le directeur de publication de notre voix. Vous me demandez si c'est démocratique de plébisciter, de demander que le président Bédié soit l'unique candidat. Mais vous savez, alors moi je suis allé plus loin, effectivement, j'ai demandé une candidature à vie, mais il n'y a rien de plus démocratique. Comment on met un mécanisme en place pour avoir un président à vie? Il suffit de faire un plébiscite renouvelé. C'est aussi simple que ça. Rien n'empêche des candidats de se présenter. Ce sont des militants, ce sont certains militants, la plupart des militants qui demandent à ce que le président Bédié, qui est un gage de sécurité pour notre parti, c'est leur droit de demander à ce que le président Bédié soit candidat unique. Il a le droit de refuser. Ça n'empêche pas les autres candidats de se présenter. Quand moi je propose une présidence à vie, ça veut dire tout simplement que je demande qu'à chaque congrès, on fasse ce plébiscite du président Bédié en qui j'ai une totale confiance, surtout pour la survie de notre parti et pour le respect de la stature de notre famille politique. Ce qui n'a rien à voir avec la présidence de la République en 2025. Il faudrait que les gens fassent la différence entre les deux. Nous sommes un parti politique, nous avons le droit de choisir notre président. Et je ne pense pas qu'au RHDP, du vivant du président Alassane Ouattara, je ne pense pas que des militants demanderont autre chose que le président Ouattara comme président du RHDP. Et ça nous dérange vraiment pas du tout que ce président Ouattara soit renouvelé à chaque fois au RHDP. C'est leur problème. Voilà de quoi il s'agit. Oui, n'empêche que proposer une candidature à vie, même si je comprends un peu votre argument, hein, c'est un peu tiré quand même par les cheveux. Vous ne voyez pas un tout petit peu, hein? Mais écoutez, moi je ne suis, je parle en tant que militant. C'est ma volonté. Vous avez vu que la motion de soutien officiel du bureau politique, la motion de soutien officiel du bureau politique, ce n'est pas la candidature à vie, c'est la candidature unique. Donc ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Moi, c'est, je parle en tant que militant. Pour moi, je ne vois aucun autre président, je ne vois aucun autre militant en qui je peux mettre toute ma confiance pour être président de la famille politique à laquelle j'appartiens, si ce n'est le président Bédié. Voilà, oui. Mais ça, c'est un avis personnel. Vous êtes un cadre du PDCI-RDA, membre du bureau politique, on peut vous entendre. Mais tout à l'heure, dans votre présentation, vous aviez dit que la majeure partie des militants du PDCI demandent. Vous vous êtes basé un peu sur quoi? Comment vous avez fait ce sondage? Est-ce que vous êtes allé à la rencontre des militants et que c'est ce qu'ils vous ont dit? Alors, la particularité, vous savez, Monsieur Roger, la particularité que je peux je peux me prévaloir d'avoir, c'est d'être à la fois sur les réseaux sociaux, très constant sur les réseaux sociaux, mais également sur le terrain. J'ai parcouru pratiquement toute la Côte d'Ivoire. Il y a à peine 2 semaines, j'étais dans le Nord, j'ai fait Otiéné, j'ai fait Poiflé, j'ai fait Touba, Séguéla, Boundiali. À chaque étape de mes passages dans le fin fond de la Côte d'Ivoire, j'interroge les bases, j'interroge les délégations, je parle avec les militants. Et très franchement, ce n'est peut-être pas un sondage Sofres ou un sondage vraiment officiel, mais tous les retours qu'on peut avoir de nos militants de base
disent la même chose. Ils n'ont confiance au président Bédié. Et j'en suis fier. J'en suis fier. Ce qui pose aussi problème, monsieur Esso, ici, c'est un peu le fonctionnement. Là, vous avez parlé donc de la candidature du PDCI-RDA. D'accord, nous sommes d'accord pour que le président Bédié, mais il y a aussi, dans peu de temps, il y aura aussi le candidat du PDCI-RDA aux élections présidentielles. Alors, j'ai interviewé M. Gikawe il y a déjà des années cela. Il a été clair que le président du parti est le candidat naturel. Ce qui veut dire que si vous plébiscitez M. Henri Konan Bédié comme le candidat du PDCI-RDA, en 2025, il sera aussi le candidat naturel du parti, naturellement, n'est-ce pas? Mais écoutez, dans le mot que vous venez de dire, vous avez votre réponse. Vous parlez de candidature naturelle. Qui dit candidature naturelle dit candidature, comment dire, compréhensible, dit candidature normale, mais ne dit pas candidature statutaire. Être un candidat naturel n'est pas inscrit dans les statuts. Alors, quand vous avez fait cette analyse, mais les réunions peuvent se multiplier pour qu'on puisse convaincre la direction du parti que le président Bédié a à son, comment dire ça, à son bord, dans sa famille politique, une ribambelle de cadres compétents pour représenter le parti. Mais ça, c'est un travail que nous allons faire posément, calmement, stratégiquement, pour essayer d'obtenir de la direction du parti qu'on puisse avoir une convention transparente où tous les candidats possibles, alors peut-être y compris le président Bédié, mais je ne pense pas qu'il veuille se présenter en 2025. Je suis assez proche du président pour vous rassurer sur ce point, mais c'est deux choses complètement différentes. Deux choses complètement différentes. La présidence du parti est une chose. Effectivement, le président du parti est un candidat naturel. Mais si le président du parti a toutes les capacités possibles pour se présenter à une élection présidentielle, mais bien sûr que c'est le candidat naturel. Mais de vous à moi, vous savez très bien, et le président lui-même le sait, il l'a dit même dans l'une de ses interviews en 2020 ou en 2019, que passé un certain âge, nous n'avons plus comment dire ça, nous n'avons plus les réflexes, nous n'avons plus les capacités de la jeunesse. Et quand je parle de jeunesse, je peux aller jusqu'à 80 ans. Donc, c'est pas vraiment un problème, ça, monsieur Roger. C'est pour ça qu'il faut qu'on insiste, pour que le président Bédié conserve le parti. Alors, revenons et que nous n'attardions pas sur la candidature naturelle. Si en 2025, M. Henri Konan Bédié décide de se présenter à une élection, à l'élection présidentielle, étant donné qu'il est le candidat naturel, est-ce que cela ne va pas encore poser encore un problème au niveau de votre parti politique? Arrêtons de faire des suppositions. Quand on commence à faire des suppositions, on est dans la fiction. Oui, mais... soyons plutôt dans la réalité. La réalité d'aujourd'hui nous invite à choisir un président pour notre parti. Et à l'heure d'aujourd'hui, le meilleur président pour notre parti politique, à mon sens en tout cas, et puis au sens donc des militants et des cadres qui étaient au bureau politique, c'est et ça reste le président Bédié. Donc, après, je ne peux pas rentrer dans les suppositions de tout le monde. D'accord, on va sortir de supposition, mais je vais vous poser la question directement, M. Esso Essis. Est-ce que vous êtes favorable à une candidature de M. Henri Konan Bédié en 2025? Je ne suis pas favorable à une candidature du président Bédié en 2025. Mais ça n'engage que moi. D'accord, je vous comprends parfaitement. Alors, revenons un peu au déboire de votre parti politique lors de ces dernières élections. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que le PDCI est en perte de vitesse? Alors, je sais que vous avez peut-être peur d'employer les mots qu'il faut, mais n'ayez pas peur. Moi, je n'ai pas peur des mots. Ce ne sont pas des déboires, ce sont des échecs. D'accord. appelons un chat un chat. Alors, d'accord. Parti politique aux dernières élections. Comment vous expliquez un peu cela? Le président Konan Bédié avait parlé un peu de l'arrogance de certains cadres du parti envers les militants. Ça, nous l'avons constaté. Et vous, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Ben, écoutez, moi, ma conclusion, elle est simple. C'est une erreur de stratégie. C'est une stratégie qui n'a pas marché et qui n'a pas été bonne. Voilà, quand on fait des stratégies... Pardon?
parlez des stratégies, vous faites allusion à quoi concrètement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le fait d'accepter le boycott, pour moi, a été une erreur. Ça a été une erreur monumentale. La politique de la chaise vide n'a jamais marché. Vous parlez de boycott? Voilà. Pardon? Vous parlez de quel boycott faites-vous allusion? Je parle du boycott que le PDCI a fait pour l'élection présidentielle 2020. D'accord. Nous avons boycotté cette élection, nous n'avons pas présenté de candidat. Je pense que ça a été une erreur. Je pense très sincèrement que, en tout cas, si moi j'étais aux commandes, la seule condition pour laquelle j'aurais exigé un boycott, c'était de m'assurer qu'aucun autre candidat ne se présente. C'est-à-dire que de m'assurer de la non-présentation de M. Kakabe, qui a légitimé cette élection présidentielle. Dès le moment où on n'arrive pas à s'assurer du boycott du seul candidat qui aurait pu légitimer, dans ce cas, on va au combat. On va au combat. Mais ça ne reste que mon opinion, et je pense que ça a été une erreur de stratégie. Aussi simple que ça. Parce qu'on serait allé aux élections, je ne pense pas que le RHDP aurait pu passer. Alors, j'ai un élément que je vais vous faire certainement écouter, puis on reviendra à voir un peu votre commentaire. C'est un élément qui vient de nos amis donc, de France 24, qui parle justement de la situation au PDCI-RDA. Je crois que nous allons l'écouter. Et puis, PDCI tente de resserrer les rangs face aux critiques internes qui montent ces derniers mois. Ce n'est pas des critiques négatives, c'est tout à fait normal, c'est le bouillonnement des diligences qui doit nous permettre donc d'aller de l'avant au PDCI-RDA. Si le parti préférerait laver son linge sale en famille, certains dénoncent désormais à haute voix un manque de vision et un besoin de changement. Il y a 77% de la population qui a moins de 35 ans. Moins de 35 ans, ça veut dire les plus âgés parmi cette frange de la population avaient 11 ans lorsque le PDCI perdait le pouvoir en 1999. Donc il est plus qu'important pour nous de songer à renouveler nos instances. Et certains cadres du parti montrent des envies de carrière, voire de candidature. Alors, à l'occasion du bureau politique du PDCI, l'ancien chef d'État et président du parti, Henri Konan Bédié, 88 ans, a dénoncé des intérêts personnels qui priment sur l'intérêt collectif, tout en reconnaissant un fossé entre les dirigeants et la base du parti. Nous n'oserions le cacher, dans certains cas, de notre trop grande assurance, voire notre arrogance vis-à-vis de nos militants. Pour autant, pas question encore de passer la main. Le bureau politique du PDCI a officiellement demandé à Henri Konan Bédié de rester président du parti lors du futur congrès. La relève est préparée et le président Bédié doit pouvoir encadrer ces jeunes-là pour, n'est-ce pas, leur passer le flambeau sérieusement parce que la rupture générationnelle peut aussi être un facteur de désordre au niveau du parti. Reste à voir si cette stratégie fonctionnera lors des prochaines élections locales prévues l'année prochaine. Voilà, monsieur ici, est-ce qu'il y a un problème de génération au niveau du PDCI en ce moment? Alors, il n'y a pas de problème de génération au niveau du PDCI. Il y a un problème de compréhension. Il y a un gros problème de compréhension du public. Et effectivement, on peut interroger ça et là certains jeunes. Ils ont le droit de donner leur avis. Mais il n'y a pas de problème de génération. Quand je dis qu'il y a un problème de compréhension, il faudrait que les choses soient bien claires. Nous ne demandons pas, parce que je fais partie des jeunes, hein, je considère que je fais partie des jeunes, hein, donc je parle également pour les jeunes. Au PDCI, entre 30 et 55 ans, on est jeunes. OK. Alors, nous ne demandons pas à être président du parti. C'est ça le problème de compréhension des gens. Les gens voient le président Bédié et donc ses vice-présidents et imaginent que les jeunes n'ont pas leur place. Mais les jeunes ont leur place dans le parti. Les jeunes ont des fonctions dans le parti. Si jamais vous regardez un petit peu les instances du parti, énormément de jeunes, à partir de 35 jusqu'à 50 ans, sont inclus dans les instances du parti. Ils sont à la fois au bureau politique, ils sont dans les commissions techniques nationales, ils sont dans les nouvelles structures qui ont été créées, ils sont dans la communication, ils sont un petit peu partout, moi-même qui suis à l'inspection. Donc les jeunes intègrent les structures du parti. Mais ne demandez pas, enfin je veux dire, la population, il ne faudrait pas que la population demande qu'un jeune soit à la tête du parti. C'est pas ce que nous demandons et nous ne voulons pas ça. La seule personne qui nous garantisse une certaine stabilité au PDCI, ça reste être le président Bédié. Si jamais nous avions donné notre parti, si nous avions donné
aux différents soi-disant jeunes qui sont passés de l'autre côté. Mais où en serions-nous aujourd'hui? Mais, monsieur Issis, généralement, est-ce que ce n'est pas l'erreur que vous commettez au PDCI? C'est-à-dire que vous projetez tout au niveau du PDCI-RDA et des militants du PDCI-RDA. Nous sommes d'accord avec vous qu'au niveau du PDCI-RDA, il n'y a pas de problème. Les cadres, les militants veulent M. Henri Konan Bédié et tous ces anciens qui sont autour. Ça marche. Mais l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir d'État. Alors, c'est un sondage. La majeure partie donc, des Ivoiriens ne sont pas très en phase avec ce qui se passe au PDCI-RDA. Et ne pensez pas que là, vous êtes un peu loin de la réalité du terrain, comme le disait le jeune dans le reportage? Mais je suis d'accord avec vous sur ce point. Nous avons un manque de sensibilisation. Nous devons sensibiliser la population et expliquer à la population ce que je viens de vous expliquer. Il faudrait expliquer à la population que la présidence d'un parti politique reste une cuisine interne. Elle reste une cuisine interne. C'est le parti politique. Maintenant, comment dire ça, la candidature à la présidence de la République, effectivement, doit répondre aux réalités. Et la réalité, c'est que 70% des votants, 70% des Ivoiriens sont jeunes. Donc, il est clair que la seule personne qui puisse incarner une telle jeunesse, il faudrait que ce soit un jeune. Voilà, mais ça, il faudrait sensibiliser la population dessus et les convaincre que le fait que le président du parti, le président Bédié, soit président de notre parti, ne veut pas dire qu'automatiquement, ce sera le candidat que nous allons présenter en 2025. C'est ça le problème. Oui, mais quand vous voyez les dernières nominations, M. Chekna, qui est un bon cadre du PDCI-RDA, et M. qui a fait ses preuves, nommé encore vice-président, c'est-à-dire qu'on ne donne pas les... Connaissez-vous? Oui, allez-y, oui. Alors, le son, on vous a perdu un peu le son, hein, le son, s'il vous plaît. On vous a perdu le son, le son. Allô? Voilà, ça va mieux. Allez-y, oui. Oui, j'avais reçu un appel. Non, mais c'est justement le problème de sensibilisation dont je vous parlais. Il faudrait que le PDCI sensibilise sur les missions affectées aux fonctions. Vous ne connaissez pas la fonction d'un vice-président. Donc, on ne peut pas se plaindre qu'un vice-président soit vieux, mais vous ne connaissez pas la fonction d'un vice-président. Vous ne connaissez pas également la fonction d'un sage. Nous avons deux structures, un comité des sages, où effectivement tous les dignitaires du parti y sont, et nous avons des vice-présidents qui sont autour de Bédié, du président Bédié, qui sont les compagnons de lutte du président Bédié, des grandes heures, et en quelque sorte, les conseillers du président. Mais toute l'architecture du parti ne se passe pas au niveau des vice-présidents et du comité des sages. C'est surtout le secrétariat exécutif, c'est surtout le comité politique, c'est surtout le conseil économique, social et culturel qui font fonctionner le parti. Et les trois structures dont je viens de vous parler sont remplies de jeunes, remplies de jeunes. D'accord, je comprends, M. Sow. Le PDCI est le plus ancien parti politique de Côte d'Ivoire, même en Afrique, je crois le deuxième après l'ANC. Après 70 ans, si les Ivoiriens ne connaissent pas encore le fonctionnement de votre parti, comment les choses fonctionnent, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème là? Mais je ne vous ai jamais dit qu'il n'y avait pas de problème, M. Roger. Je vous dis que je comprends ce que vous dites et c'est un des problèmes du parti. Ouais. Il faudrait que nous rentrions dans une sensibilisation de la population. Pour ça, nous sommes d'accord. D'accord, ok, d'accord, voilà. Donc, nous sommes parfaitement d'accord. Alors, il y a un autre point que j'avais voulu certainement revenir. On parle un peu aujourd'hui de positionnement dans votre parti politique. Il commence à avoir des pro-Billon, des pro-Tiam, des pro-E6, pourquoi pas, voilà. Alors, est-ce que cela est bien pour la démocratie? Est-ce que cela est bien pour le fonctionnement de votre parti? Est-ce que cela montre la vivacité de la démocratie dans votre parti? Non, alors, je vous réponds tout de suite. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des pro-Billon ou des pro-Tiam. Effectivement, à l'intérieur d'un parti, il y a toujours des tendances. On est OK pour ça. Mais en général, le militant du PDCI, il est pro-PDCI. Et justement, nous sommes structurés de telle manière qu'avant une convention, il y a des courants. C'est tout à fait normal qu'il y ait des courants. Chacun a son cheval, chacun supporte son cheval. Mais tout s'arrête à la fin de la convention. Une fois que le candidat est trouvé, tous les militants se réunissent et sont comme un seul homme derrière le candidat qui est trouvé. Je vous garantis que ça ne sont que des bruits de bottes
Ça ne pose aucun problème, c'est tout à fait normal qu'il y ait des courants dans un parti. On reviendra un peu sur ça tout à l'heure. Je crois que ça sera notre dernier segment par rapport aux perspectives de 2025 avant de prendre quelques questions de nos frères du panel. Alors, un mot sur l'AMU, l'assurance maladie universelle. C'est une très bonne chose de façon générale, mais pourquoi ça continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive? Qu'est-ce qui n'a pas marché, à votre avis? Alors déjà, elle a changé de nom, hein, c'est la CMU, c'est la couverture maladie universelle. Merci de faire un rappel à cette AMU. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on a changé de nom, c'était très, très bien l'assurance maladie universelle. Mais bon, ce sont les liftings cosmétiques. On va rester sur la CMU. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Mais la CMU ne marche pas simplement parce que ce qui est proposé à ceux qui doivent posséder la CMU n'est pas encore au top. Nous avons un problème. Nous avons une carte qui nous donne une couverture maladie, mais quand nous utilisons la carte, nous ne sommes pas couverts. Vous savez, moi, j'ai ma carte de CMU que j'ai eue en 2016, après avoir été enrôlé en 2015. Donc déjà, j'ai passé 1 an d'attente. Et à côté de cette carte, j'ai une carte d'assurance personnelle qui, effectivement, me donne un listing d'assurance que me permet d'avoir ma carte. J'ai une certaine liste d'hôpitaux, j'ai une certaine liste de cliniques, une certaine liste de médicaments et de pharmacies où je peux me rendre pour me servir quand je suis malade. Nous n'avons pas ça pour la CMU. Les plateaux techniques qu'il y a dans les différents hôpitaux ne sont pas encore achevés et ni même entamés pour certains. Nous prétendons que sur toute la superficie de la Côte d'Ivoire, tout le monde sera couvert. Mais dans certains hameaux, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de dispensaire, mais on exige que les habitants de ces hameaux aient des CMU. Donc moi, ce que je demande, parce que je suppose que vous allez peut-être demander une solution ou voilà, moi je dis que les gens continuent à travailler. Je n'ai pas de leçon à donner à la CNAM ni au DG de la CMU. Tout ce que je demande, c'est que pour que votre obligation, pour que votre décret d'obligation puisse passer, il faudrait que vous puissiez répondre à ce que vous devez répondre par rapport à la CMU. C'est aussi simple que ça. Si jamais vous demandez à ce qu'il y ait une certaine progression dans l'établissement de tous ces centres de santé et compagnie, mais dans ce cas, faites des enrôlements progressifs également. N'obligez pas les gens à s'enrôler et manquer de soins. Est-ce que l'intervention de M. Jean-Luc Billon à l'Assemblée nationale est la position officielle de votre parti? Ah oui, complètement. La position officielle de notre parti, c'est que cette CMU, cette obligation à s'enrôler à la CMU est une injustice. Nous la condamnons officiellement. Et nous sommes complètement solidaires de ce que le ministre et le député Billon a dit à l'Assemblée nationale. Tout à fait. D'accord, OK. Alors, avant donc de venir à la dernière question, je crois que c'est par rapport au fonctionnement du parti. Il y a une question qui m'a un peu échappé. Je vais vous revenir sur cette question. C'est un peu le problème. D'accord, je reviendrai un peu sur ça un peu plus tard. Voilà. Mais je crois, revenons donc aux perspectives de 2025. L'objectif d'un parti politique, c'est ça. L'État, c'est surtout avoir le candidat qu'il faut, le moment qu'il faut pour aller aux élections. Et nous avons suffisamment parlé, hein, monsieur Essis, le PDCI-RDA regorge beaucoup de cadres. Hein. Je allais dire la majeure partie des cadres du pays se retrouvent au PDCI-RDA. Est-ce que, monsieur Essis, vous avez déjà 1 ou 2 personnes qui seront non seulement acceptées au PDCI-RDA et qui seront acceptées par les Ivoiriens, que vous pouvez certainement mentionner au PDCI-RDA? Oui, mais écoutez, sans langue de bois, tout le monde est au courant qu'il y a 3-4 personnes qui sortent leur épingle du jeu pour être candidat en 2025. Voilà, c'est un secret de polichinelle. Alors, M. Billon s'est déjà annoncé, donc c'est clair depuis 2020, c'est clair que M. Billon est prêt pour le combat. Il y a également M. Tiritano qui serait très bien à ce poste. Il y a également M. Thiam, M. Tidiane Thiam. On a également... voilà, on a beaucoup de... Vraiment, c'est ouvert. C'est ouvert. Je ne vais pas m'arrêter à ces 3 personnes. Il y en a une dizaine. C'est pour ça que nous avons une convention. C'est pour ça que nous avons une convention. Pour que tous ces jeunes se réunissent
autour de primaires qui puissent permettre à un candidat de se dégager. Vous avez déjà une préférence parmi tous ceux que vous aviez cités, ou bien pas encore? Je n'ai aucune préférence. Moi, je suis pro-PDCI. Je ne suis ni pro-X ni pro-Y. Je suis pro-respect des règles. Je suis pro-respect de la transparence et de la démocratie. Et je serai derrière, comme un seul homme, je serai derrière celui qui sera choisi pour 2025. L'intensité autour de Jean-Louis Billon et puis de M. Thiam Thiam, est-ce que ça ne fait pas d'eux déjà des favoris? Ah, mais sûrement, si vous le dites. Mais il y a également des gens qui ne font pas de bruit, qui sont tout autant efficaces. Donc, dans toute élection, dans toute course, il y a toujours des favoris, je ne veux pas dire des tocards parce que c'est pour les chevaux qu'on parle de tocards, mais bon, voilà, il y a toujours des surprises, il y a toujours, effectivement, c'est la démocratie, c'est l'expression de la démocratie. M. Thiam, ça fait pratiquement 20 ans qu'il n'était pas venu en Côte d'Ivoire. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a passé à peu près 48 heures, mais cependant, il y a beaucoup d'intensité autour de lui. Comment vous expliquez un peu cela? Est-ce que le fait qu'il ne soit pas au pays pendant 20 ans est un handicap? Ben, vous savez, M. Thiam n'était pas au pays pendant 20 ans, mais je crois que M. Ouattara n'était pas au pays du tout. Je ne dirais même pas 20 ans ou 30 ans. Il est arrivé en 87, en 93, il a voulu prendre la présidence de la République, ça n'a choqué personne. Hein, il faudrait qu'on arrête un petit peu de parler de ces histoires de 20 ans et de... M. Thiam a sûrement travaillé à l'extérieur pour la Côte d'Ivoire, pour le bien de la Côte d'Ivoire, et c'est un militant du PDCI qui a toujours payé ses cotisations, qui est tout à fait capable de relever ce défi. Aucun problème à ce niveau. D'accord. Alors, tout à l'heure, la dernière question que j'avais vous poser avant de prendre la réaction de nos frères du panel, c'est un peu... On a parlé aujourd'hui d'un conflit au sein donc, du comité exécutif de votre parti politique, le secrétariat exécutif, hein, un conflit entre les pro-Gikawe et les pro-M. Eouma. Tout dernièrement, M. Eouma, je crois c'est seulement hier, hein, M. Eouma a été démis de ses fonctions de délégué chargé des relations extérieures, je pense. Comment vous expliquez un peu cela? Bah, écoutez, déjà, c'est vous qui le dites. Donc, expliquer ce que vous affirmez me paraît un peu difficile. Mais effectivement, je connais très bien M. Eouma, je connais également M. Gikawe. Je n'ai pas la même vision que vous avez des conflits qu'il y a à l'intérieur. Le président Bédié a mis de nouvelles structures en place pour renforcer l'action de M. Gikawe, qui était vraiment submergé par tout le travail qu'il avait à faire. Maintenant, c'est vrai que quand tout le monde est ensemble sur une mission commune, il peut y avoir des avis différents, des avis divergents. Maintenant, ce qui ressort de tout ça, si ça laisse penser à l'extérieur qu'il y a des conflits, il y a des camps, il y a des... moi, je dis que ça reste de la fiction. Moi, je suis à l'intérieur. Je vous dis qu'il n'y a pas de camp pro-Gikawe, pro-Eouma. Alors, pour répondre à votre question, c'est la langue de bois que vous faites, monsieur. S'il vous plaît. Pour répondre à votre question. Non, c'est la langue de bois. Non, c'est la langue de bois, là. Là, c'est la langue de bois. Hein? Alors, on a suivi Mme Djinebou Zongo, qui a été quand même directrice de communication pendant des années. Elle a une idée réelle de ce qui se passe au PDCI-RDA. Alors, il y a pratiquement une semaine, dans les journaux, elle a été claire qu'il y a un problème de leadership actuellement entre Gikawe et Eouma. On ne peut pas quand même le cacher, quand même. Non, mais écoutez, au PDCI, la chance qu'on a au PDCI, c'est que nous sommes un parti démocratique et chacun a le droit de s'exprimer. Vous savez, là, je suis dans votre antenne, je n'ai pas demandé la permission à la direction du parti pour participer à votre émission. Si on doit se baser sur ce que moi je dis, même si je suis inspecteur du parti, sur ce que moi je dis pour en faire une vérité et ensuite aller poser des questions à d'autres personnes en fonction de ce que moi j'ai dit, je dis on fait une erreur. Djinebou Zongo est une amie personnelle que je connais très bien, qui a fait un travail extraordinaire auprès du président. Elle avait envie de s'exprimer par rapport à un ressenti personnel. Ses propos n'engagent qu'elle. Voilà, maintenant, moi, ce n'est pas la vision que j'ai. Je suis pratiquement tous les jours à la maison du parti. M. Gikawe, M. Eouma et compagnie s'entendent très bien. Seulement, ils travaillent sur des missions communes. Et donc, effectivement, il peut y avoir des avis divergents sur telle ou telle chose, sur telle ou telle organisation, etc. Donc, c'est normal.
c'est la vie d'un parti. Nous ne sommes pas dans un parti communiste où une seule personne parle et puis derrière, tout le monde suit. Et chacun donne ses avis et donc il peut y avoir des frustrations, des gens qui se fâchent, des gens qui reviennent après avoir compris, etc. C'est la vie d'un parti. Voilà, c'est ça le PDCI aujourd'hui. Toujours la langue de bois. Hein. Bon, d'accord, alors, on reviendra alors. Nous allons permettre à nos frères donc, du panel, les délégués, hein, du monsieur. On va passer d'abord par le délégué général du PDCI de Washington, monsieur Osval Yao. Osval, est-ce que vous avez des observations à faire? Une question pour notre invité. Oui, merci Jacques. J'ai suivi avec attention donc l'invité de ce jour et je vais me faire le porte-parole des militants de Washington DC. Nous sommes d'accord avec lui sur pas mal de points. Alors, il y a des points sur lesquels nous avons quelques divergences, notamment les élections de 2020. Donc pour votre invité, ça a été une erreur, voilà, d'avoir de s'être opposé, sinon de n'avoir pas participé aux élections. Et il fallait s'assurer que tous les candidats potentiels n'y participent pas et ça aurait été une réussite. Je comprends son point, mais il faut dire que pour beaucoup de militants, et je pense pour ceux qui ont décidé, notamment le président Bédié, de ne pas participer aux élections, c'était bien parce que nous connaissons les méthodes du RHDP depuis bien longtemps, depuis que le RDA a été créé, et notamment en matière de violence. Nous avons vu jusqu'en 2018 donc, ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé. Et aller aux élections, voilà, n'aurait rien changé. Nous aurons été battus et il y aurait eu des morts également. Alors moi, je salue la position du PDC et de certains autres partis de l'opposition pour avoir montré fermement leur position et s'être opposés à la candidature de M. Ouattara. Après, il faut bien évidemment faire le bilan de cette action et en tirer les leçons. Mais pour beaucoup de militants, notamment ceux de Washington DC avec qui nous échangeons régulièrement, c'était une bonne option, mais qu'il va falloir améliorer la prochaine fois. Je pense que le président Bédié et le PDCI sont sortis grandis de cette posture parce que ce qui s'est déroulé donc en 2020 a démontré aux yeux de la Côte d'Ivoire, donc de l'opinion nationale et internationale en Côte d'Ivoire, qui sont les leaders politiques, donc qui sont dévoués à leur parti et qui ne font pas la politique que pour leurs propres intérêts. Ça, c'était le premier point. En dehors de cela, donc, je salue voilà, bien des explications, commentaires que l'invité de ce jour a donné. Moi, j'ai une observation et une question pour notre invité. Alors, c'est au sujet des réajustements, voilà, qui ont cours au niveau du PDCI depuis quelque temps. Je pense que ces réajustements-là, je veux dire, c'est le résultat, sinon ça a été une demande du dernier congrès ordinaire, pas extraordinaire, ordinaire, je pense en 2013, où on avait demandé le rajeunissement, la modernisation. Alors, je pense que ce réajustement, surtout la création de nombreux comités pour pouvoir travailler avec le bureau exécutif pour réussir la mission du PDCI. Je sais que vous appréciez, voilà, déjà dans la forme, ce travail, mais est-ce que vous pensez que, puisque nous avons en vue les élections de 2025, et pour aller en 2025, avant même la convention, il faudrait que nous soyons prêts, je parle de l'organisation PDCI, soyons prêts à offrir un projet aux Ivoiriens vers qui nous allons aller pour proposer notre programme de gouvernement. Est-ce que vous pensez que ces réajustements-là, 1 ou 2 années sont suffisantes pour pouvoir faire marcher la machine, de sorte à pouvoir présenter quelque chose de potable aux Ivoiriens? Et ça, c'est la première question. Et la deuxième question, pour vous, quelle est la place de la diaspora? Quel rôle devait jouer la diaspora pour apporter une plus-value au PDCI? Je pose cette question parce que au niveau de la diaspora, comme vous le savez certainement, nous disposons de beaucoup de compétences. De la même manière que les compétences donc, du parti au niveau de la Côte d'Ivoire,
je prends l'exemple de cette plateforme, donc Jacques Roger Chaud, qui est un militant, un cadre du PDCI, qui est un professionnel de la communication audiovisuelle ici. Et il y a bien d'autres personnalités ou cadres militants, sympathisants du PDCI, qui ont également des compétences. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait un avantage pour le parti de miser et de jouer avec ces personnes, avec ces instruments dont ils disposent là, pour pouvoir passer le message du PDCI à un niveau, mieux passer le message du PDCI. Notamment, il y a des comités comme la grande cellule de la communication qui a été créée, qui pourrait prendre en compte toutes ces personnes. Il y a le conseil politique, il y a également même le comité culturel. Donc, toutes ces organisations-là, je pense que le PDC, les militants de la diaspora ont leur place. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille donc les associer, sinon les intégrer dans tous ces mouvements-là, de sorte à pouvoir véritablement, qui se sentent beaucoup plus impliqués et qui apportent également leur expérience dans la matière? Voilà mes 2 ou 3 questions, observations pour l'instant. Voilà, merci beaucoup. C'est donc M. Holzva Diao, délégué du PDCI à Washington DC. Alors, M. Issis. Oui, alors, merci infiniment pour cette intervention pertinente de M. Yao. Je comprends tout à fait son avis sur l'échec de 2020. C'est tout à fait normal. Je pense également la même chose que lui. Pourquoi, justement, je parle de boycott, qui est une mauvaise chose. Et il fallait donc s'assurer de la non-présence de monsieur Kakabe, pour la bonne et simple raison que si jamais on avait réussi ce forcing, empêcher donc que Kakabe puisse se présenter pour que le boycott soit vraiment total, quelle que soit la façon dont le RHDP aurait mis en place des tricheries, un seul candidat pour une élection, c'est clair que ça allait sauter aux yeux, que c'était une grosse entourloupe. Et effectivement, l'élection aurait été peut-être annulée. C'était le seul axe, on va dire, possible pour nous. Maintenant, effectivement, pour y aller, c'est clair qu'il faut s'assurer que toutes les structures qui sont là pour compter les voix et pour donner leur jugement au niveau de l'élection soient impartiales et objectives. Donc, on est tout à fait en phase, on est tout à fait d'accord. Pour répondre aux 2 questions, parce que là, c'était la première, c'était la contribution. Pour répondre aux 2 questions, la première question concernait justement, avant les élections. Est-ce que 2 ans, ça suffit pour organiser tout ça? Alors, les nouvelles structures ont été créées en 2021. Donc, c'est-à-dire 1 an après l'élection présidentielle de 2020. Et donc, 4 ans avant l'élection de 2025. Et effectivement, les nouvelles structures ont mis 1 an à peu près, jusqu'en 2022, pour qu'on teste, pour qu'on voit un peu comment ça fonctionne. Nous sommes en 2022. Au Congrès, on fera un bilan, un état des lieux, et on va essayer de voir comment rendre certaines structures statutaires, comment fusionner d'autres structures avec d'autres, et ça nous permettra d'avoir 2 ans, effectivement, 2 ans pleins pour être en ordre de bataille. Donc, je pense qu'au niveau du timing, on ne pouvait pas faire mieux. On ne pouvait pas créer ces structures en 2020, ça faisait trop tôt. Donc, l'année 2021 a été la bonne. Ensuite, on ne pouvait pas donner notre avis avant 1 an d'exercice. Donc, ils ont fait 1 an d'exercice et on commence à donner notre avis. Enfin, on a fait un BP, on fait un congrès bientôt. Et puis, effectivement, à la fin du congrès, on aura assis quand même une équipe fusionnelle et structurée. Maintenant, pour répondre au niveau de la diaspora, je suis vraiment heureux que vous puissiez parler de ce sujet. Pour moi, la diaspora est essentielle. Elle est même incontournable et elle est capitale dans la victoire du PDCI en 2025. Moi, je suis comment dire, je ne veux pas dire un jusqu'au boutiste, hein, j'ai déjà dit que je voudrais que le président Bédié soit président à vie. C'est pour vous dire que moi, je dirais que si la diaspora n'est pas intégrée dans ces structures, si la diaspora n'est pas considérée comme elle doit être considérée, on est capable de perdre. On est capable de perdre en 2025 sans la diaspora. Pour moi, c'est capital. Vous savez, l'émission à laquelle on assiste actuellement, il n'y en a pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Hein. Il n'y en a pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Là, c'est aux États-Unis, mais on a notre ami qui est à Paris, qui fait à peu près la même émission. On en a à Londres, on en a en Italie. Effectivement,
sans passer par la diaspora, comment voulez-vous que le PDCI puisse sensibiliser ses éventuels votants, ses éventuels sympathisants? Parce que l'avantage encore de la diaspora, c'est que en mettant en place ce genre de structure, vous parlez également aux gens qui sont sur place en Côte d'Ivoire, mieux que certains qui sont en Côte d'Ivoire eux-mêmes. Donc, c'est clair que, mon avis, il est incontournable à ce niveau. La diaspora est centrale dans notre stratégie. Voilà. Maintenant, entre ce que je dis et puis ce qui peut être fait au niveau de la direction du parti, il y a un travail. Il y a un travail à faire. Voilà, ça, après, c'est des échanges, c'est des discussions, c'est des possibilités d'influence sur tel ou tel décideur que nous devons regarder de près. Mais c'est clair que nous sommes totalement sur la même longueur d'onde. Voilà, totalement sur la même longueur d'onde. Voilà, justement, c'est ce que les jeunes disaient, que bon, quand vous prenez un jeune, monsieur Issis, qui voit un peu la position de la diaspora, ce n'est pas pratiquement la même chose avec un jeune de 70 ans ou bien de 75 ans qui est vice-président. Hein, voilà, excusez-moi de faire un peu de... D'accord, alors... Oui, Jacques, deux autres observations que je voudrais relever. Premièrement, donc, au niveau de Washington DC, nous voulons profiter de l'émission pour saluer M. Ouman, voilà, qui était notre dernier responsable au niveau du secrétariat exécutif chargé de la diaspora. Nous avons entamé des démarches avec lui. Nous avons suivi des doléances un peu dans le sens de ce que je viens d'introduire, c'est-à-dire prendre la diaspora en compte dans toutes les structures de l'organisation du PDCI. Et nous lui souhaitons voilà, une bonne continuation dans les autres missions qu'il a amenées. Et nous espérons que M. Kwame Kra, qui connaît la maison, qui connaît ce bureau, qui connaît la diaspora, avec lui que nous pourrons continuer dans ce sens-là. Et ensuite, il y a un élément que M. Essis avait évoqué, notamment la candidature du président Henri Konan Bédié, donc au niveau du Congrès. Je pense que les militants dans l'ensemble, au niveau de Washington DC, comprennent bien cela parce qu'il faut que M. Bédié s'assure de ce que la succession, voilà, elle est saine et qu'elle sera correctement assurée avant de pouvoir, voilà, prêter, se retirer, on va dire. Donc, nous saluons sa candidature unique, mais nous disons tout à fait, comme M. Essis, que ça ne veut pas dire que c'est un manque de démocratie, puisque tout le monde est libre de se présenter et que le meilleur gagne. Voilà, merci. Voilà, d'accord. Avec M. Emmanuel Katina, qui est aussi membre du bureau politique. Allez-y, Katina. Merci, Jacques. Alors, moi, j'aimerais poser quelques questions sur deux sujets. Premièrement, sur la candidature unique. Et deuxièmement, sur les lettres ouvertes que M. Jean-Yves Essis adresse régulièrement. Alors, concernant la candidature unique, M. Essis, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas simplement la candidature du président Bédié? Est-ce qu'en insistant sur l'unicité de sa candidature, vous ne vous adressez pas plutôt aux autres potentiels candidats à qui vous demandez de ne pas se présenter? Est-ce que le message est vraiment clair et, je veux dire, et honnête? Je réponds tout de suite ou allez-y tout de suite. Allez-y. Allez-y. Pardon? Vous pouvez répondre, allez-y. Oui, alors, effectivement, c'est une vue, comment dire ça, c'est une vue possible. On peut penser que demander que le président Bédié soit candidat unique est fait pour repousser les autres éventuels candidats. Mais ça peut être vu autrement. Et moi, c'est pas comme ça que j'ai vu la chose. Ça peut être vu autrement. C'est un signal fort. Ça peut être un signal fort au niveau de nos adversaires politiques, pas au niveau des gens du PDCI, au niveau de nos adversaires politiques RHDP, pour dire que nous soutenons fermement notre candidat Bédié. Quelles que soient les tractations et les éventuels sous-marins qu'on ne voit pas, qui peuvent éventuellement traduire telle ou telle chose, nous soutenons avec la dernière énergie notre président Bédié. Ça peut être cette lecture également. Mais je comprends également que ça puisse être compris comme ce que vous venez de dire. Mais rassurez-vous, ce n'est pas parce qu'il y a une motion de soutien du bureau politique qu'une candidature est interdite pour les autres candidats.
ils le savent très bien, ils sont également membres du bureau politique. On peut y avoir un candidat que la majeure partie des gens qui sont dans le bureau soutiennent, mais qu'une minorité ne soutient pas. C'est comme ça l'expression de la démocratie. Vous savez, quand on parle de motion de soutien au PDCI, une fois que la motion est proposée, dans la salle, il y a 400 personnes. Donc, les 400 personnes, je ne suis pas sûr, d'ailleurs, vous-même, vous êtes membre du bureau politique, je ne suis pas sûr que les 400 personnes soient d'accord avec cette motion. Mais c'est la majorité qui l'emporte. Donc, derrière, les petits minoritaires qui ne sont pas pour cette option ont tout le loisir de dire à leurs chevaux en guillemets, à leurs candidats, de se présenter. Voilà. C'est vraiment tout ce que je peux vous dire dessus. Moi, je ne le lis pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui l'ont lu comme moi, mais il y a également pas mal de gens qui le lisent comme vous. Ce n'est pas dirigé en direction des membres du PDCI, mais plutôt en direction des opposants. Qu'ils sachent que nous tenons fermement à ce que le président soit là, au niveau du parti. D'accord, je pense que c'est bien dit. Alors, vous publiez fréquemment des lettres ouvertes à différentes personnalités, y compris aux chefs de l'État et aux membres du gouvernement, et des lettres très appréciées en tout cas par les intellectuels. Et vous arrivez avec une élégance stylistique remarquable. Alors, Monsieur Katina, nous avons perdu, hein? Vous êtes en mute, hein? Voilà, vous êtes mute. Voilà, allez-y. Oui, ça va, vous pouvez parler. Allez-y. Ok, d'accord. Alors, je disais que vous arrivez avec une élégance stylistique remarquable, à dire des vérités crues et parfois choquantes, à des personnes qui ont la réputation d'emprisonner ou d'agresser ceux qui les critiquent ouvertement. D'abord, je voudrais m'assurer que vous n'avez jamais reçu la visite de service du procureur Adou Richard ou d'éléments armés. Et puis, est-ce que vous avez déjà été contacté directement par une autorité de ce pays à qui vous aviez adressé une lettre ouverte? Et puis, dites-nous un peu si c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, merci infiniment pour votre soutien et merci pour votre appréciation de ce travail de longue haleine que j'ai commencé depuis 2017. Oui, effectivement, c'est un chemin à risque. J'ai déjà reçu des visites de blindés armés à mon domicile. J'ai même eu très peur. Hein. Bon, j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'ils puissent repartir. J'ai également très souvent des menaces verbales, mais bon, ça, c'est pas vraiment très grave, enfin, verbales, comment dire, à travers des messages inbox, hein, dans Messenger ou dans WhatsApp, de tous les militants zélés qui veulent faire peur par des mots. Voilà. À part ces deux choses, à part ces menaces écrites et ce qui m'est arrivé, c'est un réel plaisir de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur avec des mots pesés. Je vous garantis que quand je publie une lettre de 5 chapitres, de 5 paragraphes, au brouillon, le brouillon que j'ai chez moi, il y a à peu près une dizaine de paragraphes et tout est raturé dans tous les sens parce que je relis les paragraphes et je me mets à la place du procureur Richard en me disant, si on me pose une question sur ce point-là, il faut que je puisse y répondre, il faut que je puisse me défendre. Avez-vous insulté le président? Non, jamais. Regardez mon courrier, il n'y a aucune insulte. Avez-vous demandé à ce que les gens descendent dans la rue, ce qui pourrait être une raison pour laquelle on vient m'arrêter? Non, je ne l'ai jamais fait. Avez-vous manqué de respect à l'autorité, un ministre, etc., en le traitant de tous les noms? Je ne l'ai jamais fait puisque regardez mon courrier et on le descend ensemble. C'est après avoir fait cette analyse personnelle entre ma lettre et moi que je dis, OK, je peux publier. Alors, c'est vrai qu'au début, ces lettres, alors j'ai commencé en novembre 2017, toute la moitié de l'année 2018, il n'y avait jamais de réponse. Et à partir de mi-2018, les choses se sont enchaînées. À chaque fois que je faisais une lettre, derrière, il y avait une transformation en fonction de la lettre que j'avais faite. Derrière, il y avait des personnes qui me disaient que le destinataire a bien reçu la lettre. J'ai eu certaines réponses. Alors, c'est vrai que les réponses, quand elles sont en privé, on me demande de ne pas les publier, je ne les publie pas.
certaines réponses ont été publiées. J'ai écrit des lettres à 2 ou 3 ministres qui ont donné des réponses qui ont été publiées. Je crois que c'était en 2022. Donc, effectivement, c'est rentré dans le, comment dire ça, dans le subconscient et je suis obligé maintenant, à l'heure où je vous parle, quand il y a des anomalies, je suis obligé à ne pas les laisser passer. Vous voyez, par exemple, j'ai fait une lettre ouverte aujourd'hui en réponse à la sortie du ministre Amadou Coulibaly, qui a donné des informations sur enfin, dont on attendait des informations sur les 46 militaires qui sont incarcérés, mais qui s'est contenté de dire que les militaires en question étaient bien ivoiriens et que ce qui était dit était était des causeries de grains de thé. Alors, il a fallu que je lui donne une réponse par rapport à ça, en lui disant que nous ne faisons pas partie de ces grains de thé-là. Nous croyons en ce que le gouvernement a dit. Effectivement, ils sont ivoiriens, mais ce que nous attendions d'un porte-parole du gouvernement, c'était de nous dire s'ils sont en bonne santé, si ils vont être libérés bientôt et à quel endroit ils sont actuellement. Puisque dans les grains de thé en question, il est dit qu'ils sont au Togo, ils sont au Bénin, etc. Nous n'avons qu'une seule croyance, c'est en ce que dit le gouvernement. Alors, quand le gouvernement vient prendre la parole et ne donne pas les bonnes informations, mais se contente de répondre à ce qui se dit dans les grains de thé, je dis qu'il y a un problème. Donc, effectivement, je suis obligé de suivre l'actualité constamment et donner des réponses à ceux qui attaquent le PDCI, à ceux qui ne répondent pas aux besoins de la population, avec des mots les plus polissés possibles. C'est un exercice très difficile, avec les mots les plus polissés possibles, pour ne pas moi-même me créer des problèmes par rapport au procureur dont vous parliez tout à l'heure. Mais pour finir, je suis en jugement actuellement pour un terrain que j'ai défendu à la Riviera Golf. J'avais adressé une lettre ouverte au ministre Bruno Koné et j'ai reçu une assignation en justice pour diffamation. Donc, le procès est en cours et je n'ai pas peur d'y aller. Voilà, j'ai vraiment aucun problème pour ça. S'il faut faire la maca parce qu'on a dit la vérité à certains moments, mais on est prêt à le faire. Vous savez, dans le combat politique que nous menons, il faut bien que nous passions de temps en temps par la case prison, si jamais nous le méritons. Alors, dernière question, Jacques, très rapidement, si vous le permettez. Relativement à ce que M. Essis vient de dire, est-ce qu'on peut en déduire qu'en interne, au niveau du PDCI-RDA, vous avez la même approche? Est-ce que vous apportez des critiques aux responsables du PDCI-RDA? Et puis, si oui, comment est-ce que ça se passe? Quel bilan vous en faites? Est-ce qu'il y a une réponse, une réaction qui vous a particulièrement peut-être marqué? Oui, mais écoutez, justement, ce qui rend un petit peu crédible les interventions publiques avec les lettres ouvertes, c'est que je critique également mon parti. Alors, la dernière fois que je l'ai fait, c'est pour ça que je vous parle de ça, puisque vous demandez un exemple, lors du plébiscite du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, j'ai demandé une explication de texte au président du groupe parlementaire à travers une lettre ouverte où j'ai demandé à ce que M. Dao-Simon explique aux militants quelle était cette stratégie-là de plébisciter un membre de l'opposition au perchoir de l'Assemblée nationale. 2 jours après, il y a eu un grand oral de M. Dao-Simon à la maison du parti pour expliquer aux militants pourquoi la stratégie avait été adoptée. Voilà, donc c'est un exemple qui date d'il y a quelques mois, qui montre qu'effectivement, bon, même si les critiques sont dures à encaisser, quelquefois elles sont écoutées et quelquefois il y a des agissements derrière qui traduisent ce qui est dit dans les lettres. Voilà. Ok, merci Jacques. Merci beaucoup, M. Maniel Katina. Merci beaucoup, M. Oswald Yao. Merci, cher ami, cher frère, M. Essis. Voilà. Merci infiniment pour l'intervention à notre. Alors, de façon générale, avant votre mot d'espoir, hein, c'est votre première émission avec Afrique 2050, Jacques Roger-Chaud et Radio PDCI-RDA, qui à un moment donné été un peu la cible, voilà, de votre parti politique. Hein. Nous avons été traités de tous les noms d'oiseaux. Alors, de façon générale, qu'est-ce que vous pouvez dire de notre contribution dans Radio PDCI-RDA et puis votre mot d'espoir, bien mot de fin?
Alors, merci beaucoup. Je vous encourage à continuer dans votre démarche. Effectivement, vous étiez, comme vous dites, la cible du PDCI. Je me souviens que vous avez fait une émission de près de 45 minutes en me traitant de tous les noms. parce que j'avais dit justement que ça me posait un problème, cette appellation radio PDCI, alors que vous faisiez les éloges, en général, du RHDP. Mais on ne va pas revenir dessus. Vous aviez dit ce que vous pensiez à travers comment on appelle ça, un monologue, on va dire en guillemets, hein, où vous avez cité mon nom 8 fois. Jamais les choses, là, hein, vous n'oubliez jamais, là. Hein. D'accord. Mais je vous avoue que nous avons besoin de ce genre de format pour pouvoir nous exprimer auprès des différentes populations. Donc, je vous encourage, et j'encourage même d'autres personnes de la diaspora à faire comme vous. Le mot d'espoir que je peux donner, c'est il faudrait que les militants du PDCI croient en notre parti et au-delà des critiques internes, qui sont tout à fait logiques et normales, parce que nous ne sommes pas des moutons, au-delà des critiques internes, puissent asseoir des stratégies pour faire passer leurs idées au niveau de la direction. Tout se passe dans les réunions. C'est-à-dire qu'on critique, mais après, il faut qu'on puisse avoir des réunions en présentiel. Il faut oublier les espaces WhatsApp, Facebook, se rencontrer pour établir des stratégies écrites et faire des propositions claires à la direction du parti. Quand ces propositions arrivent, nous, alors, quand on est d'accord avec ce genre de propositions, on peut appuyer de toute notre force pour que les requêtes soient vraiment acceptées. Voilà. Mais vraiment, il faut qu'on y croie. 2025, je pense que c'est pour le PDCI. Il faut qu'on se concentre sur la transparence des CEI locales et des CEI centrales, enfin de la CEI centrale et des CEI locales. Il faut qu'on puisse se concentrer sur la liste électorale qui est en train d'être faite actuellement. Il faudrait que tous les militants aillent prendre leur CNI pour ceux qui sont à Abidjan et puissent s'enrôler pour qu'on ne soit pas surpris. Voilà le mot d'espoir que je donne aux gens. Battez-vous bec et ongle pour avoir vos CNI, pour être enrôlés sur les listes électorales et pouvoir voter en faveur du PDCI-RDA pour qu'on puisse revenir au pouvoir d'État en 2015. Voilà, merci beaucoup, chers amis et chers frères. Portez-vous bien. Et surtout, revenez le plus souvent, hein, participez au débat comme vous le faites. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. Portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup.